Donc on atteint la trentaine de réponses. Ce qui sort beaucoup, c'est mal, sensation, désagréable, mais on voit d'autres mots, souffrance, subjective, à traiter, fluctuante, psychogène. Ça peut être intéressant, même si on n'a pas pensé à l'aborder. Euh, Malheur, dépression, handicap. On en parlera du handicap. Système nerveux, à anticiper, la qualité de vie, physique ou mentale subjective, inconfort, soulagé, énormément de mots qui montrent qu'on on peut partir dans énormément de directions pour définir la douleur. Voilà, je vais passer à la diapositive suivante. Euh, la douleur, on voit, elle est difficile à définir et pourtant vous avez sans doute déjà eu mal. Donc, je vais prendre un exemple concret de deux personnes dont vous voyez soit l'image, soit une photo, qui ont exactement le même problème opératoire au pied. Et est-ce que c'est la même douleur avant la reprise d'activité? À gauche, on a un amateur dans un sport assis qui va assez peu se servir de son pied. Et puis à droite, une danseuse qui va utiliser son pied en permanence. Et avant même la reprise d'activité, est-ce que ça va être la même douleur? La réponse est non, évidemment, mais on va développer. Donc la définition de DIASP, définition internationale, on retrouve les mots que vous avez cités, hein, sensoriel, émotionnel, désagréable, euh, associé ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais quand je fais ce genre de questionnaire, ça ressort pas beaucoup. Et puis, dans la définition, il y a 6 commentaires, mais je vous le fais assez rapide. La douleur est personnelle, ça vous l'avez abordé. Et la douleur est bien plus que la nociception. Ça, mon ressenti d'étudiant, étudiant en pharmacie du siècle dernier, j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'avait appris la douleur comme la nociception et rien d'autre. Donc aujourd'hui, on va parler de douleur plutôt chronique. Donc la douleur chronique, c'est une douleur qui a perdu son rôle d'alerte, qui dure trop longtemps, qui ne sert plus à rien. Et donc, vous voyez dans la colonne de droite que la douleur chronique est inutile, elle détruit physiquement, psychologiquement, socialement. Et puis, dans ce tableau, il est noté que la douleur est permanente, récurrente ou répétitive. Et donc, j'aborderai tout à l'heure l'exemple de la migraine chronique, ou un migraineux chronique, c'est que la définition, c'est qu'il y a au minimum 15 jours par mois avec une crise. Donc, en étant provocateur, on pourrait tout à fait dire que un migraineux chronique, c'est 15 crises d'une heure, c'est à peu près une demi-heure par jour. Et là, on est assez surpris de dire que ces migraines-là sont douloureux chroniques pour une demi-heure par jour. Donc, on verra tout à l'heure pourquoi on les classe dans les douloureux chroniques. Puis ensuite, bon, la douleur chronique, elle est plus réfactorielle, elle s'auto-entretient, elle donne plutôt plus des dépressions que de l'anxiété, elle est la thérapeutique est pluridimensionnelle et ça, Claire en parlera tout à l'heure. Et puis il y a quelques exemples de douleurs cancéreuses, rhumatismales, etc., qui sont des douleurs chroniques, mais il y en a des dizaines et des dizaines d'exemples. Donc, je vous propose un brainstorming sur les composantes de la douleur. C'est un moyen que vous avez peut-être vu dans certains congrès qui permet pour des patients ou des soignants de voir les limites de la douleur, jusqu'où ça va, qu'est-ce qu'on inclut dans les douleurs. Et donc, on va vous poser 4 questions. Euh, euh, que sent le patient? Je vais vous aider après, hein. Que ressent le patient? Que fait le patient et que pense le patient. Donc, par exemple, que sent le patient qui touche quelque chose de brûlant? Autre exemple,
Que sent un patient qui a une neuropathie chronique post-opératoire par lésion d'un nerf? On va avoir un vocabulaire complètement différent. Et puis, troisième exemple pour la- que sent le patient. Euh, que sent un patient en fin de vie alité que l'on mobilise douloureusement une fois de plus? Alors, la deuxième question, c'est que ressent le patient? Par exemple, que ressent une personne migraineuse chronique qui va encore rater la soirée avec les copains-copines parce qu'il y a une crise qui commence? Euh, que ressent un patient qui a son centième ou deux centième pansement douloureux d'escar ou d'ulcère chronique? Ensuite, que fait le patient? Ou premier exemple, en fait, c'est plutôt que ne fait pas d'ailleurs. Que ne fait pas une personne atteinte de rhumatisme avec douleur à la marche à qui on propose une randonnée? Euh, que fait un enfant qui a une pathologie douloureuse chronique et qui a une crise de plus? Que fait un patient dyscommunicant ayant des troubles cognitifs qui a une poussée douloureuse, même s'il n'est pas capable de le dire? Que pense un patient, c'est la dernière question, que pense une personne dont la spasticité augmente alors que la marche est déjà compliquée? Que, que pense un patient ayant un cancer avec une tumeur qui augmente, qui appuie de plus en plus sur un nerf et donc qui a une douleur neuropathique qui se développe? Et que pense un artisan style plombier, électricien, qui commence à être lombalgique chronique alors que bah, il est son propre patron et qu'il n'a pas de voyer? Voilà. Donc, que sent le patient? On a chaud, douloureux, pulsation, des descriptions, douleur. Les derniers mots, exclusion, lassitude, je ne les mettrai pas. Euh, que ressent le patient? Désespoir, injustice, stress, solitude, frustration, lassitude, euh, culpabilité, habitude. Et puis, que fait le patient? Il s'isole, replie sur soi, crie, fait moins de choses. L'anxiété, je le mettrais plus dans ressent le patient, euh, l'isolement, etc. Et puis, que pense le patient? Ouais, euh, des, des croyances. J'attendais pas tellement ça, mais vous allez voir un petit peu ce que j'attendais. Donc, avant de faire un petit débriefing de, ces- de ce remue-ménage, je vais vous parler un peu d'évaluation de la douleur. Vous connaissez les échelles. Alors, il y a les échelles d'auto-évaluation, euh, EVA, EVS, échelle numérique, échelle des visages, qui sont pour des patients communicants. Et quand on pose la question, en fait, de combien vous avez mal, on se retrouve à ce qui répond sur que sent le patient. Mais ça ne répond pas aux trois autres questions. De même, chez les patients dyscommunicants, on va avoir des échelles d'hétéro-évaluation, Algo Plus en gériatrie, Evindol en pédiatrie, BPS en réa, JEDI pour le handicap. Et là, on va regarder le faciès, les positions, et en fait, on va regarder ce que fait le patient. On ne répondra pas aux trois autres questions, même si on essaye de savoir ce que sent le patient. Donc vous voyez bien que ces échelles-là sont très très utiles, mais imparfaites. Et donc je me permets de vous présenter quelque chose qui monte un petit peu dans le milieu de la douleur. C'est l'évaluation de la douleur avec le moyen mnémotechnique TILT, qui est un petit peu plus global. Le premier, alors
une évaluation qui a l'inconvénient d'être assez longue. Et donc, dans notre établissement, on a décidé de la faire une fois par séjour et pour chaque douleur en début de séjour. Et elle nous permet, une semaine après, un mois après, 3 mois après, de savoir où on en est par rapport à un référentiel bien défini de la douleur. Le premier T, c'est la temporalité, avec ce à quoi on ne pense pas, les phénomènes apaisants. L'intensité, c'est avec une échelle, comme on vient de voir, mais aussi avec des conséquences sur le comportement en particulier. La localisation, qui est souvent oubliée en MCO. On a l'intensité de la douleur, mais on ne sait pas trop dans le dossier médical où est la douleur. Et en EHPAD, c'est l'inverse. On sait où est la douleur, mais on ne connaît pas l'intensité. Puis le dernier T, c'est le type, avec les mots du patient. Comme ça, si une semaine après, il ne nous ressort pas le même vocabulaire, on va pouvoir l'interroger pour lui dire, ça vous brûlait il y a une semaine, maintenant, ça ne vous brûle plus. Donc on voit une évolution de la douleur. Donc voilà. Les réponses aux 4 questions que je vous ai posées tout à l'heure, en haut à gauche, c'est que fait le patient? C'est ce qu'on appelle la composante comportementale, avec les postures, les évitements, les refus de traitement, les demandes d'arrêt de travail auxquelles on ne pense pas du tout comme étant un élément de la douleur. Sommeil, des changements de comportement, des patients calmes qui deviennent agités, et vice-versa, des autistes qui rigolent tout le temps alors qu'ils ne rigolaient jamais. Le rire peut être un signe de douleur chez ces patients-là. Donc c'est la composante comportementale. En haut à droite, c'est la composante sensorielle. C'est que sent le patient, c'est une description d'intensité, de localisation avec des vocabulaires, décharges électriques, brûle, démange, fourmis, etc. En bas à gauche, vous avez que ressent le patient. Euh, donc c'est la composante émotionnelle avec des peurs, des anxiétés, des stress, des colères. Colères souvent créées par les soignants qui ne reconnaissent pas la douleur de leur patient. Et puis en bas à droite, vous avez que pense le patient, la composante cognitive, qui est en majorité, en immense majorité des questions. Durée de la douleur, durée du handicap, est-ce que la cicatrice va rester, est-ce que j'aurai assez de sous, euh, poids moi, et puis chez les enfants, des questions sur qui est cette personne en blouse blanche avec un masque sur la figure, euh, et qui peuvent être importantes pour ces enfants. Vous allez me dire, c'est bien joli cette théorie, mais quoi ça va nous servir? Alors, ben, je vais prendre un exemple en douleur aiguë, puis tous les autres exemples seront en douleur chronique, mais des douleurs bien connues, les douleurs des premières règles, où on a un sensitif faible ou fort non reconnu, euh, une composante comportementale compliquée, cachée ou avouable, une composante émotionnelle qui peut partir dans pas mal de directions, et une composante cognitive avec énormément de questions, surtout si on a un milieu familial sans information. Même avec information, d'ailleurs, il reste beaucoup de questions. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut soigner ces douleurs sans répondre aux questions? Il y a des familles qui le font, des milieux qui le font. Quand on interroge ces jeunes filles devenues femmes, c'est quand même un très mauvais souvenir. Donc, en bref, peut-on soigner ici sans traiter la composante cognitive? Alors, en repassant sur la douleur chronique, toujours pour la composante cognitive, lors d'un atelier que j'ai animé, on faisait à peu près le même brainstorming que je vous ai fait, mais avec la méthode des post-it et en 3/4 d'heure. Et il y avait une des patientes qui évoquait très peu ses douleurs, donc qui ne parlait très peu de sa composante sensorielle, mais elle avait un discours extrêmement important de la durée de son arrêt de travail, de sa perte d'autonomie, de la lassitude des proches, du conjoint qui va rester ou pas, de l'avenir un peu risible, des finances, enfin des questions, des questions, des questions, des questions. Puis comme elle avait un certain sens de l'humour, je me suis permis de lui demander, et si on répond à toutes vos questions? Et là, elle me fait un espèce de sourire très jaune et elle me dit, alors là, je suis guérie. Évidemment, vu les questions qu'elle se posait, nous n'avions pas de réponse,
Mais ce qui était bruyant chez cette femme, c'était la composante cognitive avec toutes ces questions. Enfin, la composante émotionnelle. Ben, la composante émotionnelle, c'est ce que les soignants rapportent très souvent sous forme de plainte. Et donc, on a de la peur, de l'anxiété sur l'autonomie, sur est-ce qu'on va pouvoir avoir la même vie sociale, la dépendance, la charge, la colère, on refuse de m'écouter. Ça, c'est régulièrement, on va avoir ces patients-là qui nous disent que on a refusé de prendre en compte leur douleur. Donc là, je vais aborder un petit item. C'est quand on a fait la synthèse des composantes de la douleur, sensitive, émotionnelle, cognitive et comportementale, on n'a absolument pas parlé de douleur psychique et psychologique. D'ailleurs, si et ça arrive trop souvent, on dit à des patients, votre douleur est dans la tête, hein, ce qui revient un petit peu au même, on va se retrouver à, à dire au patient qu'on ne croit pas ce qu'il nous dit. Et ensuite, il va avoir du mal à nous signaler ses douleurs suivantes et il va euh, être beaucoup moins bien soigné que les autres. Quelque part, hein, quand on voit la fréquence des douleurs chroniques chez les femmes par rapport aux hommes, c'est beaucoup plus important. Et on peut imaginer que le manque d'écoute des femmes fait qu'elles ne signalent plus leur douleur. Et du coup, leur douleur est moins bien soignée et elles passent plus en douleur chronique. Et puis, on a régulièrement, bah, ce geste-là ne fait pas mal. Je vais prendre un exemple tout simple, hein, un geste avec une composante sensorielle très faible, une prise de sang par exemple. Il va y avoir des gens qui disent ça ne fait pas mal et d'autres qui vont dire ça fait très mal. La composante sensorielle est sans doute la même entre toutes ces personnes, mais quelqu'un qui a très peur de l'aiguille, qui a très peur du médecin, va avoir une composante émotionnelle importante et va avoir beaucoup plus mal que l'autre. Ce qu'il y a, c'est que si on ne compte pas la composante émotionnelle, on ne va pas lui reconnaître sa douleur. Puis un exemple assez caricatural sur la migraine chronique, une patiente que j'ai croisée qui me dit qu'elle est tout à fait satisfaite de- du traitement des douleurs de migraine, avec tous les traitements qu'elle a, les perfusions à l'hôpital, etc., etc. Donc elle a une composante sensorielle qu'elle considère comme bien gérée. Mais quand on gratte, elle ne va plus faire ses courses, elle ne va plus discuter avec les voisines, elle va plus chercher ses enfants à l'école. Elle évite la station debout, elle évite le soleil, elle fait plus de vélo. Et puis évidemment, comme elle s'isole, elle a aussi des conséquences de pleurs, etc. Donc en bref, elle considère qu'elle réussit à éviter la douleur, alors que sa composante comportementale de la douleur a totalement envahi sa vie. Sur la composante comportementale, je me permets de vous conseiller un site internet en lien avec le handicap qui s'appelle Lulu va t'opérer. C'est un site internet qui a eu un prix Prescrire et un trophée de la e-santé. C'est un site internet réalisé par des soignants, des proches d'handicap et même quelques handicaps, qui est très bien fait parce qu'il est par petites fiches. Donc, si vous avez envie d'y passer 2 minutes, vous allez directement sur la fiche qui vous intéresse. Mais vous pouvez aussi y passer des heures et c'est vraiment rafraîchissant parce que vous réussissez à trouver plein de petites ruses de solutions sur des problématiques avec le handicap. En fonction des chapitres, Lulu n'a pas le même handicap et donc on peut s'adapter. Et puis une dernière vignette clinique.
avec la composante sensorielle, une patiente avec des séquelles d'AVC et donc une spasticité douloureuse. Les douleurs sont rendues supportables par la mise en place de baclofène au quotidien, de toxines botuliques tous les 3 4 mois en fonction des besoins. Et donc, beaucoup de soignants se déclarent satisfaits de la prise en compte de la douleur chez cette patiente. Ce qu'il y a, c'est que on n'a pas du tout pensé dans cette vignette clinique à regarder son émotionnel vis-à-vis de son handicap qui progresse. Euh, Ces questions donc, sont cognitives à partir de là. Et également le comportemental, les stratégies d'évitement des situations douloureuses ou des situations impossibles à réaliser. Donc, puisque je parle de traitement, je vais laisser la parole à Claire qui va nous aborder les traitements. Merci de votre attention et à tout à l'heure pour les questions. Merci Nicolas. Donc je reprends la main pour la suite de la présentation. Donc comme on a maintenant bien défini la douleur comme une expérience désagréable, subjective, évolutive, avec différentes composantes, on a une idée sur les moyens de l'évaluer avec différentes échelles ou d'autres outils plus aboutis. On va essayer de voir maintenant comment prendre en charge cette douleur ou ces douleurs, comment la soulager, et donc parler un petit peu des thérapeutiques. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de citer les thérapeutiques, les traitements médicamenteux ou non médicamenteux qui vous viennent à l'esprit, et cela en tenant compte des différentes composantes. Donc la composante sensorielle, la composante émotionnelle, la composante comportementale, la composante cognitive. Donc on peut se baser sur notre expérience éventuellement personnelle de la douleur ou sur notre expérience professionnelle avec les différentes méthodes de prise en soin de la douleur qu'on a pu rencontrer. Alors s'il y a des hésitations sur à quelle composante rattacher un traitement, n'hésitez pas à placer tout de même la thérapeutique dans les réponses. On voit qu'on a pas mal de propositions sur la composante sensorielle, donc le chaud, le froid, les antalgiques, le Doliprane, les opiacés, des méthodes aussi non médicamenteuses qui apparaissent, donc l'hypnose, donc des méthodes qu'on retrouve aussi avec la composante émotionnelle, la relaxation, sophrologie, le fait de pouvoir parler et être écouté, et puis des traitements d'anxiolyse. Sur la composante comportementale, on voit apparaître l'activité physique, le fait d'utiliser des traitements avec une prise en charge peut-être plus globale, le mouvement. Et sur la composante cognitive, les psychothérapies, bien sûr, donc thérapie comportementale, la méditation, les psychothérapies en général. Donc on voit bien qu'il y a une grande complémentarité entre les différentes thérapeutiques, donc médicamenteuses ou non médicamenteuses. Après, si on se resitue dans notre contexte de pharmacien, dans notre domaine d'expertise, les médicaments, on cherche bien sûr à trouver un traitement adapté à chaque situation particulière et on a besoin d'affiner quel médicament on va pouvoir utiliser.
Donc, pour structurer cette réflexion, on va avoir besoin de s'appuyer sur des classifications, donc des classifications pharmacologiques. Donc, celle qui va me venir évidemment à l'esprit, c'est la classification par palier. Donc là, j'ai un petit peu cassé le suspense en rayant déjà ces paliers et ces co-antalgiques. Mais si on reprend l'historique, donc cette classification, elle a été reconnue par l'OMS et elle a été proposée initialement dans la douleur cancéreuse afin de répondre avec une notion de palier croissant en fonction de l'intensité de la douleur et de la puissance d'action des antalgiques qu'on utilise. Elle a ensuite été étendue à la prise en charge de la douleur en général et par la suite à ces différents paliers et antalgiques, médicaments antalgiques, on s'est ajouté la notion de co-antalgique pour désigner des médicaments utilisés dans le traitement de la douleur, mais identifiés comme appartenant à d'autres classes pharmacologiques, donc certains antidépresseurs, certains antiépileptiques, des anesthésiques locaux, le protoxyde d'azote par exemple. Donc ça mettait déjà en évidence les limites de cette classification, puisqu'elle est bien adaptée à la prise en charge des douleurs nociceptives, mais elle ne permet pas de prendre en charge la douleur neuropathique, ni de classer tous les médicaments qu'on peut utiliser avec des effets antalgiques. Donc pas adapté à la douleur neuropathique, à la prise en charge des migraines, des céphalées, des douleurs chroniques, rhumatologiques, etc. Si on se remplace d'un point de vue plus pharmacologique, on peut classer les antalgiques entre non-opioïdes et opioïdes. Donc les non-opioïdes, on aura le paracétamol, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, le néfopam. Donc avec dans l'idée d'une action plutôt périphérique. Et d'autre part, les antalgiques opioïdes, donc opioïdes faibles, codéine, tramadol, opioïdes forts, la morphine. Euh, Néanmoins, même cette classification pharmacologique, elle ne permet pas de choisir l'antalgique selon l'origine de la douleur. Donc, à ces classifications, on a aussi introduit la notion d'association, donc avec une association possible entre médicaments non opioïdes et médicaments opioïdes, par exemple paracétamol codéine, paracétamol tramadol ou paracétamol morphine. Euh, mais il n'y a toujours pas de choix de l'antalgique selon l'origine de la douleur et surtout ça ne répond pas à la variété des mécanismes physiopathologiques et aux multiples expressions cliniques de la douleur. Si on reprend le schéma de transmission de la douleur, donc on voit que le stimulus douloureux va activer un récepteur avec une transmission de l'information au niveau spinal, puis une intégration au niveau central. Donc au départ, soit un excès de nociception, soit une douleur neuropathique avec une lésion au niveau du système nerveux périphérique ou central ou une altération de la transmission nerveuse. Et le signal de la douleur est modulé également par les voies descendantes. Donc l'action des neuromédiateurs peut augmenter ou bien diminuer, raccourcir ou bien prolonger la perception ou la réponse à la douleur. Donc, en fonction du mécanisme d'action antalgique, les médicaments vont agir en différents points de ce circuit de transmission de la douleur. Donc, par exemple, avec une action à la fois centrale et périphérique pour le paracétamol, les AINS, une action centrale et médulaire pour les opioïdes, une action centrale et une modulation des voies descendantes pour les antidépresseurs, donc antidépresseurs tricycliques ou bien antidépresseurs inhibiteurs de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline.
une action locale pour les anesthésiques locaux. Donc, les cibles différentes de ces différents médicaments permettent aussi une utilisation en association et ça vient servir une stratégie multimodale. Alors, un exemple clinique pour illustrer cette stratégie thérapeutique, donc c'est un homme de 66 ans avec un cancer de la tête, un diagnostic du cancer de la tête du pancréas. Donc, au niveau de sa douleur, donc il évoque des douleurs dorsales et transfixiantes avec une intensité douloureuse très élevée et permanente. Donc là, le clinicien va pouvoir évaluer la douleur par différents moyens et il va mettre en évidence des douleurs nociceptives, viscérales et neuropathiques associées. Dans ce cadre, la stratégie médicamenteuse va être l'association de corticoïdes pour limiter l'œdème, de morphine, libération prolongée, libération immédiate pour la douleur nociceptive, et un gabapentinoïde, donc par exemple la gabapentine, à faible dose pour les douleurs neuropathiques. Donc là, c'est bien une stratégie multimodale d'emblée qui est proposée et qui pourra être ensuite réévaluée et adaptée si besoin. Si on regarde plus précisément les cibles des traitements antalgiques, donc on considère qu'on a des cibles au niveau périphérique, donc au niveau de la peau, des organes, lieu de captation de l'information douloureuse. Euh, on a aussi des cibles au niveau des nerfs, au niveau de la moelle épinière, au niveau central et au niveau des voies ascendantes et descendantes. Donc, sur ces différentes cibles et en fonction des mécanismes d'action, on peut situer les différents médicaments existants et on peut, ça permet de faire le choix de ces antalgiques adaptés à la douleur ou aux douleurs qu'on a identifiées et qu'on a évaluées précédemment. Et on peut adjoindre également des thérapeutiques non médicamenteuses donc qui peuvent agir là aussi sur les différentes dimensions, différentes composantes douloureuses. Donc par exemple la stimulation électrique transcutanée qui peut être utilisée même par le patient lui-même après une éducation, le massage, évidemment les psychothérapies qui peuvent agir sur la dimension cognitive. Donc dans les psychothérapies, on retrouve les thérapies cognitives et comportementales et également les thérapies de pleine conscience. Alors pour illustrer la complexité de l'utilisation des antalgiques, un mot sur l'hyperalgésie induite par les opioïdes. Donc l'hyperalgésie induite par les opioïdes, elle se traduit par une augmentation de la sensibilité à la douleur, donc une baisse du seuil douloureux, une absence de soulagement malgré l'augmentation des doses, l'augmentation des douleurs malgré l'augmentation des doses, et il peut y avoir une modification des douleurs initiales qui peuvent devenir plus diffuses. Et donc cette situation, elle peut amener à réduire, voire à arrêter l'usage des opioïdes. Donc dans cet exemple, donc c'est une situation chirurgicale. Donc il existe une sensibilisation à la douleur qui est liée à l'intervention chirurgicale elle-même avec un risque de douleur post-opératoire, comme on peut l'imaginer, mais aussi un risque par la suite de chronicisation de la douleur. Donc ça n'arrive pas dans tous les cas, mais c'est un risque qui peut être présent lors d'une intervention chirurgicale. Donc il a été mis en évidence que le stress préopératoire en lui-même est un facteur aggravant de cette hypersensibilité post-opératoire. Et également l'administration d'opioïdes à forte dose en péropératoire provoque donc une analgésie à court terme, c'est ce qui est
recherchée, mais également une hypersensibilité à la douleur post-opératoire. Parce qu'en réalité, les opioïdes activent les systèmes antinociceptifs, mais ils peuvent aussi être pronociceptifs. Donc, pour limiter ce risque d'hyperalgésie par les opioïdes, il y a différentes possibilités. Donc, l'épargne morphinique, c'est-à-dire utiliser moins d'opioïdes et utiliser une anesthésie loco-régionale. Pratiquer une analgésie multimodale, donc en associant antalgique et anesthésie loco-régionale. Et enfin, l'utilisation d'anti-hyperanalgésiques, donc comme la kétamine ou la lidocaïne. Donc là encore, on voit que cette stratégie multimodale et l'action sur différentes cibles a tout son intérêt pour la prise en charge des situations complexes. Si je résume, on dispose de traitements, de différents médicaments qui agissent sur différentes cibles. Et donc, on avait besoin d'une classification qui permettait de s'adapter à chaque situation et d'associer les thérapeutiques. Donc, la classification de Lucier et Beaulieu, elle a été proposée en 2010. Elle comprend tous les médicaments à effet antalgique, y compris ceux qui sont développés dans d'autres indications. C'est une classification qui est évolutive et qui permet d'intégrer de nouveaux traitements. Donc, elle classe les médicaments en fonction de leur mécanisme d'action et en tenant compte de la nature de la douleur et des mécanismes physiopathologiques en jeu. Les antinociceptifs pour les douleurs nociceptives. Donc là, on retrouve les antalgiques opioïdes et non opioïdes, mais également les anti-hyperalgésiques, donc pour les douleurs neuropathiques centrales ou l'hyperalgésie. Donc la kétamine, comme on a vu, les gabapentinoïdes, le néfopam. Les modulateurs des contrôles descendants inhibiteurs, donc pour les douleurs neuropathiques, les antidépresseurs tricycliques et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, donc venlafaxine, duloxétine. Les modulateurs de la transmission et de la sensibilisation périphérique, donc pour les douleurs neuropathiques périphériques, les anesthésiques locaux, certains anti-épileptiques, la capsaïcine. Et enfin, avec un mécanisme mixte, hein, le tramadol, donc à la fois antinociceptif et modulateur des contrôles descendants. Cette classification, elle est plus pertinente cliniquement que celle de l'OMS pour une prise en charge plus adaptée et plus ciblée. Elle incite surtout à rechercher le type exact de douleur, donc soit une douleur nociceptive mécanique, nociceptive inflammatoire, neuropathique ou mixte. Elle incite à analyser la douleur de manière individuelle avant de prescrire un antalgique. Un autre point important avec cette classification, c'est qu'elle permet de décorréler l'intensité de la douleur du type de traitement à utiliser, en prenant en considération d'emblée tous les médicaments. Donc elle évite de s'orienter vers un médicament plutôt qu'un autre en tenant compte uniquement de l'intensité de la douleur, l'efficacité d'un traitement n'étant pas nécessairement liée à la puissance pharmacologique. L'idée, c'est de déterminer le type de douleur, la nature de la douleur, et ses mécanismes, d'adapter le traitement en conséquence, et notamment tenir compte des possibilités d'association de plusieurs thérapeutiques si nécessaire. Donc, dans notre rôle de pharmacien, l'accompagnement des patients, il implique de mieux identifier et caractériser la douleur, de dispenser les thérapeutiques adaptées. Et en cela, cette classification, elle peut nous aider pour l'analyse des prescriptions, pour la compréhension des associations de traitement, et enfin pour mieux expliciter les indications et les cibles visées par chaque traitement auprès du patient. Voilà, j'ai terminé ma présentation et donc je pense qu'on peut avoir un temps d'échange
avec des questions. Oui, merci beaucoup pour vos présentations. Cela nous laisse un temps conséquent pour ceux qui le souhaitent développer points à préciser, questions qui peuvent être mentionnés dans le chat ou alors directement en prise de parole coordonnée. Pour lancer la discussion, moi j'ai peut-être une question à vous adresser respectivement. Euh, dans vos établissements, comment avez-vous réussi à amener cette réflexion sur les représentations? Alors peut-être d'un côté sur les représentations de la douleur, mais aussi sur les représentations sur les médicaments antalgiques à l'échelle de vos équipes. Et deuxième sous-partie de question, comment cela a permis de modifier les pratiques de soins pharmaceutiques? Alors, pour la première partie, comment diffuser ces connaissances auprès des équipes des services? Euh, Chacun fait un petit peu avec ses capacités. J'adore l'interactif et donc j'ai tendance à aller lors des transmissions euh, pour faire des quiz par exemple, un petit peu humoristiques et leur demander des réponses qui fusent en général un peu dans tous les sens. Euh, à la fin, je finis par leur dire, bah oui, dans la réponse, il y a quatre composantes à la douleur. Ou dans la réponse, quand là c'est plus auprès des médecins, dans la réponse, il n'y a plus les paliers 1, 2, 3, mais plutôt des, la classification de Lussier et Beaulieu. Mais si vous avez d'autres compétences relationnelles, vous pouvez les utiliser. Je vois une question là, expliquer aux patients l'intérêt de prendre du paracétamol alors qu'ils ont déjà d'autres types d'antalgiques. Euh, Dans ces cas-là, moi j'utilise plus la notion d'équipe, c'est-à-dire qu'on n'a pas un traitement, mais une équipe de médicaments comme traitement. Et que si le patient maîtrise la métaphore, on peut tout à fait lui dire qu'une équipe de foot sans l'attaquant ou sans l'ailier droit, c'est bien moins performant qu'avec. Merci Nicolas. Euh, Deuxième question que je vois dans le chat, sur la place de la méthadone dans la prise en charge de la douleur, et notamment la douleur par excès de nociception. Alors Claire aura sans doute une réponse différente de la mienne, mais c'est ça qui est intéressant. Déjà, la rotation des opioïdes, c'est quelque chose qui tombe un petit peu en désuétude. C'est-à-dire qu'on change d'opioïde si on est en échec d'opioïde, mais on ne va pas programmer dans un mois de changer d'opioïde parce que lors du changement, le patient va avoir mal, il va falloir rééquilibrer euh, les choses. Donc, j'utiliserai pas le mot rotation, mais plus changement d'opioïde, et à ce moment-là, je réponds oui. C'est bien entendu une place qui est loin d'être la première intention. Mais, mais toi, Claire, Oui, je répondrais oui aussi, que la méthadone a une place. Alors, souvent, ça passe par des avis spécialisés, mais pour compléter ce que tu disais sur le changement d'opioïdes, et puis pour répondre aussi un peu à la première question de Guillaume, je pense que ce qui est vraiment éclairant aussi, c'est la prise en charge globale du patient. Donc, prendre... euh, prendre en charge le patient, mais aussi dans toutes ses composantes donc douloureuses, mais aussi de manière plus large, donc éventuellement les autres traitements, les autres pathologies qu'il peut y avoir, etc. Donc avoir vraiment à un moment donné au moins une vision assez globale de la situation du patient et en discuter en pluriprofessionnel, pluridisciplinaire pour réajuster les choses. Et sur l'adaptation des traitements, je pense que quelque chose qui est important et qui peut parfois être difficile
en milieu hospitalier ou même en officine, c'est d'obtenir avant tout une alliance thérapeutique. Et donc, enfin, lorsqu'on on arrive à instaurer une alliance thérapeutique avec le patient, il est plus facile de faire des modifications de traitement euh, de les accompagner. Alors pour compléter sur la méthadone, j'en ai jamais vu de prescrit dans la mesure où je suis à côté du CHU, enfin du Centre anticancéreux d'Angers, et que eux, à la place de la méthadone, posent des pompes intratécales. Et à la limite, je sais même pas s'ils maîtrisent l'utilisation de la méthadone ou pas. Hmm, J'ai La peut-être, méthadone, c'est quand même une initiation super complexe, 3 prises par jour. Je me demande s'il ne faut pas hospitaliser pour équilibrer, parce qu'il y a des évaluations pluriquotidiennes. Enfin, c'est super complexe, ça. moi, je peux peut-être rajouter des éléments et qui me permettent aussi de rajouter un complément d'information par rapport à l'introduction de ce webinaire. Il y a des travaux qui sont menés par la Société française d'études et de traitement de la douleur. Je crois que le groupe de travail est en tout cas un des gros contributeurs s'appelle Erwan Treillet, qui est un médecin algologue breton, si je me trompe pas, et qui travaille en soins palliatifs. Et ils ont beaucoup, il y a des travaux assez récents coordonnés par la SFETD au sujet de l'utilisation de la méthadone comme stratégie antalgique et qui tente de préciser sa place dans l'arsenal thérapeutique et dans les opportunités thérapeutiques. Ce commentaire me permet de compléter l'introduction sur notre groupe de travail qui travaille en partenariat important avec la CFETD et l'association française Vaincre la douleur, une association de patients douloureux chroniques. A-t-on d'autres questions? Alors, association palier 1, palier 3. Alors déjà, j'utilise plus les mots palier 1, palier 3, mais non-opioïdes, opioïdes forts. Euh, dans le milieu de l'anesthésie, ils ont une analgésie polymodale et donc ils le font et ils sont dans cette philosophie-là. Effectivement, ça se discute en médecine sur des douleurs non chirurgicales, on va dire, où il y a les deux courants. Mais là, j'ai pas de réponse scientifique. Claire, souhaites-tu apporter des compléments? Je n'ai pas vraiment d'argumentation spécifique. Je pense qu'on adapte au cas par cas. Oui, avec peut-être cette notion que si on reste dans la logique de palier, effectivement, on a l'impression de mettre deux outils qui se surajoutent là où on essaye de trouver une complémentarité entre des mécanismes d'action différents. C'est un peu dans la présentation que tu nous proposais, un des arguments qui consiste à dire on n'est pas juste sur une escalade visant l'intensité, mais on est aussi sur de la complémentarité de mécanismes d'action. Et le mot-clé, c'est la réévaluation aussi, hein. Hmm. On a encore le temps pour une ou deux questions. On a oublié de préciser sur cette photo que c'est une œuvre d'art exposée dans un musée et qu'on n'a pas mis le nom de l'artiste. Bonne remarque, merci Nicolas. Ça me permet de conclure en disant que nous serons vigilants lors du prochain webinaire. Euh, Si à ce jour nous ne sommes pas en capacité de vous donner un agenda précis, nous sommes ravis de la participation à ce webinaire. Je remercie chaleureusement l'intervention de Nicolas Escoffier et Claire Peloso pour leur présentation qui nous ont amené à nous questionner sur la présentation à la fois des douleurs et de la douleur et de ses différentes composantes, mais aussi des différents outils pharmacologiques à notre disposition. Nous développerons une offre de formation régulière dans les prochaines années, notamment au moyen de webinaires et d'ateliers au sein de nos congrès auxquels je vous invite à participer si vous avez un intérêt pour la pharmacie clinique. Je vous remercie pour votre participation et très bonne fin de journée à tous.